BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdeldaïm, notre globetrotter, Marjorie Adelson qui sera notre bibliothécaire du jour. Et puis, évidemment, on commence avec nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis, le grand Manitou des livres à Alternative Économique aussi. C'est lui qui est l'animateur des pages livres. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et qui, lui, anime la sélection des livres de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président. Messieurs, allez, on commence avec le choix de Jean-Marc Daniel. Vous avez pris aujourd'hui le Grand Bazar de l'énergie. C'est le livre qui vous a intéressé, d'Erwan Benezet, c'est chez Artaud. Oui, absolument. Donc Erwan Benezet, c'est un journaliste spécialiste des problèmes énergétiques. Il écrit dans un grand quotidien du matin, Le Parisien, pour ne pas le citer. Et donc, il nous livre... Alors, il a déjà écrit d'autres livres sur les problèmes énergétiques. Là, il fait une sorte d'état des lieux autour de 3 thèmes. Son livre est organisé sur 3 sujets. Le premier, c'est la crise autour du gaz qui a été initiée par l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Il explique d'ailleurs qu'on aurait pu s'apercevoir que les Russes préparaient quelque chose parce que le prix du gaz avait déjà commencé à augmenter à l'automne 2021 et ils avaient déjà organisé une forme de rareté dans la distribution du gaz. Donc il explique le GNL, ce que c'est, d'où ça vient, où ça arrive, les enjeux. Et puis ensuite, il y a un bloc central autour de l'énergie nucléaire, de l'électricité, d'EDF, qui est la partie, à mon avis, la plus passionnante du livre, même si quelquefois on s'y perd un peu, il faut s'accrocher, mais vraiment, il y a une maîtrise du sujet, une maîtrise du dossier. Il a réfléchi, c'est intelligent, c'est clairement mené, même si encore une fois, il y a des moments où on se dit, oulala, mais qui c'est cet individu, puis pourquoi cette décision a été prise, et puis qu'est-ce qui se passe là au juste. Mais vraiment, c'est un ensemble remarquable. Et puis la troisième partie, c'est plutôt sur les énergies renouvelables. Et donc là, de nouveau, on retrouve la qualité, mais c'est moins passionnant que la partie sur l'électricité et sur la partie l'énergie nucléaire. Et donc, alors pourquoi c'est passionnant ? Alors c'est passionnant parce qu'il explique comment on est arrivé à la situation actuelle. Ouais. Donc il part du choc pétrolier, des 58. Il explique bien d'ailleurs que le programme était surdimensionné, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on produit tellement d'électricité qu'on est obligé de l'exporter. Cette exportation ne correspond pas à une efficacité particulière du système, mais à une erreur de calcul initiale. Et heureusement qu'on trouve des gens pour absorber notre électricité. C'est aussi pour ça qu'on a développé le chauffage électrique, par exemple. Oui, absolument. Et donc on a complètement réorienté toute notre vie quotidienne autour de l'électricité parce qu'on ne savait pas quoi faire de l'électricité. Il dit qu'il y a des périodes, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, où il y a sur les 58 réacteurs, il y en a 5 ou 6 qui fonctionnent exclusivement pour l'exportation, qui ne servent plus à rien. Et il dit, d'ailleurs, quand les socialistes et les écologistes disent bon, on va fermer une centrale nucléaire, on leur explique que c'est pas grave parce que de toute façon, on ne sait pas quoi faire de l'électricité. Et on arrive après à cette situation aberrante qui est l'hiver dernier, où on manque d'électricité, où il va y avoir des coupures, où EDF dit de toute façon, moi je ne sais plus comment faire fonctionner tout ça parce qu'on a perdu les savoir-faire. Et il montre bien, alors, il y a des personnages avec qui, effectivement, il a des comptes, non pas personnels, mais il est assez sévère sur certains personnages, notamment Henri Proglio et Anne Lauvergeon, qui sortent pas grandis de son travail, mais à juste titre, on sent bien que c'est pas, encore une fois, c'est pas un règlement de compte personnel. Et puis, il y a effectivement cette aberration dans la façon d'appréhender les problèmes par les hommes politiques, qui est quelque chose d'incroyable. En fait, et donc on consternant, on peut dire. Oui, on sort de là à la fois abasourdi et inquiet sur la façon dont nous sommes gouvernés. Christian Chavagneux, ce grand bazar de l'énergie. Moi, je suggérerais bien à celles et ceux qui nous écoutent de laisser tomber la première partie sur les impacts de l'agression russe en Ukraine, parce que moi, je ne suis pas un fan de ces exercices d'histoire immédiate où on nous raconte ce qu'on est en train de vivre en même temps. Moi, je trouve que nous raconter ce qu'on vient de vivre depuis un an et demi, c'est pas très intéressant. Par contre, là où je rejoins Jean-Marc, j'ai été bluffé par le récit des déboires de l'industrie nucléaire française. C'est pas qu'on apprend des milliers de choses qu'on connaissait pas, mais il y a un récit synthétique, pédagogique, très clair. Et comme Jean-Marc l'a dit, on arrive au début des années 2000. On pourrait dire industriellement 58 réacteurs en une vingtaine d'années. Pas très cher, et en plus ça marche, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Mais on se retrouve en surproduction, et même si dans le cahier des charges d'EDF, il faut non seulement qu'on produise de l'électricité pour la France, mais qu'on exporte, parce qu'il faut que ça rapporte des devises, même on est en surproduction. Et là, notre confrère journaliste, il a trouvé des notes d'EDF qui disent, bon les gars,
on est en surproduction par rapport à la demande, les prix chutent. Comment on va faire pour garder nos marges et garder des prix élevés? Et toutes les manipulations, on peut le dire comme ça, d'EDF pour essayer de garder un prix élevé d'électricité alors qu'il aurait dû baisser. C'est intéressant pour nous, consommateurs, particuliers et entreprises. On rentre après dans les déboires de l'EPR. 2007, décision politique, on coule le premier béton. 2008, début 2008, la SN dit il y a des fissures dans le béton. Donc dès le début, 6 mois après le début, ce truc est complètement planté. Les problèmes de soudeur, on connaît, les accidents du travail qui ont été cachés longtemps, les problèmes de cuves et de couvercles dont on sait, et il nous dit, on a quand même oublié, on savait que les forges d'Areva avaient des problèmes, et pourtant Areva a continué à passer commande, pourtant EDF a continué à passer commande. Donc c'est vraiment une histoire assez bizarre, cette EPR. On arrive aujourd'hui à la relance par Emmanuel Macron, il nous dit, mais il va falloir solutionner les problèmes de formation, les problèmes de financement, les déchets. Déjà, CIGEO, on ne sait même pas si un jour ça va voir le jour, mais pour enfouir les déchets, mais avec tous les réacteurs que veut Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on va faire des déchets? Toujours pas répondu à cette question. Donc vraiment, ce récit synthétique des déboires bien expliqués de la filière nucléaire, passionnant. Moi, j'ai quand même été passionné par la suite sur les ENR. Pourquoi la France est en retard sur les ENR? Moi, c'est une question que je me posais tout le temps. Je trouve un début de réponse là, dans ce livre. Et l'auteur, il nous dit quoi? Il nous dit, regardez, en France, les grands producteurs énergéticiens, ils n'ont pas cru aux ENR. On a pris du retard, comme il n'y avait pas de grands producteurs, les politiques ont dit, on ne va pas développer les ENR, il va falloir qu'on achète l'énergie ailleurs. Nous, on n'a pas. En plus, franchement, les questions énergétiques, c'est un truc de polytechnicien, c'est un truc sérieux, centralisé. Si tout le monde se met à faire de l'énergie, nous, on va en vendre moins, et puis tout le monde va comprendre que ce n'est pas si compliqué. Donc moi, j'ai été très intéressé, et le dernier chapitre sur... Bon, ce qu'on commence à savoir maintenant, c'est que la voiture électrique, c'est bien, mais ça va accroître notre dépendance, nous, France, nous, Européens, aux produits chinois. Donc, franchement, la première partie, pas très intéressante, mais tout le reste, c'est clair, c'est pédago, c'est synthétique, une belle lecture. Eh bien, formidable. Ravi que ce livre fasse l'unanimité. Et après tout, c'est vrai que c'est rare d'avoir des mises en cohérence comme ça sur des sujets sur lesquels on s'étripe quand même régulièrement. Et que sur ce sujet-là, vous soyez d'accord, eh bien, c'est une bonne nouvelle. On passe à votre choix, Christian Chavagneux. Concurrence et marché, droit et institutions du Moyen-Âge à nos jours, sous la direction de Patrick Fridinson, François Monnier et Albert Rigaudière. C'est publié par... l'histoire économique et financière de la France. Oui, c'est le comité d'histoire économique et financière de la France qui publie très régulièrement des volumes. Alors, celui-là, voilà, j'aurais pu en prendre d'autres, mais celui-là, c'est une façon de rendre hommage à ce comité qui réunit très régulièrement des historiens économistes, des économistes historiens, qui leur permettent, dans des gros volumes, de nous donner à nous, grand public, intéressés par l'économie. On a souvent mis en valeur. Voilà, c'est celui-là, voilà, c'était une façon de le mettre en valeur, et je prends celui-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été surpris, il y a plein d'idées reçues qui sont démontées dans ce livre. Par exemple, Emmanuel, si je vous dis qui a dit dans l'histoire la liberté est l'âme du commerce, eh ben, il y a peu de chances que vous me repreniez Jean-Baptiste Colbert. Parce que c'est lui qui a dit ça. Ah ouais. Et en fait, le premier papier de Philippe Minard, qui est un des meilleurs spécialistes français de Colbert, nous dit le colbertisme, on nous dit c'est la bureaucratie tatillonne, les entrepreneurs doivent se battre contre... Non, pas du tout. Quand on regarde les faits historiquement, comme lui, il a étudié le colbertisme, qui va de Colbert jusqu'à la Révolution française, en gros, il nous dit les inspecteurs des manufactures, au début, c'était pour empêcher les fraudes, pour assurer la loyauté des échanges. Et les commerçants étaient contents qu'il y ait quelqu'un, une autorité publique qui vienne assurer la loyauté des échanges. Au cours du XVIIIe, ces inspecteurs ils sont devenus des consultants techniques. Et les réglementations qui étaient faites, c'était faites en discutant avec les entrepreneurs. On retrouve le fameux mot de Le Sage, qui était ce marchand de près de Bourges, qui disait, le roi disait, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, sire, laissez-nous faire, protégez-nous beaucoup. On retrouve le fameux livre de Jean-Pierre Hirsch, les deux rêves du commerce, dans lequel il dit, les entrepreneurs, c'est vrai au 18e, mais je pense que c'est vrai toujours aujourd'hui, ils veulent qu'on leur donne de la liberté pour s'organiser comme ils veulent dans leur boîte, mais à côté, ils veulent de la protection face aux concurrents, face aux gens qui font pas comme eux. Un article, peut-être que Jean-Marc a été sensible, d'un auteur qui vient de Bordeaux et qui nous dit les corporations, par exemple. Les corporations. Forcément, il a été sensible. Les jurandes, les corporations, les maîtres des jurandes, il faut réaliser son chef-d'œuvre pour entrer, c'est très compliqué, tout ça est bien. Non, il nous dit, regardez concrètement. D'abord, il y avait plein de travail qui était fait de manière illégale, un peu, à côté. Et les maîtres des corporations, plutôt que de faire travailler les gens de la corporation, utilisaient ces chambrelans, moi j'ai appris ce mot, qui étaient des travailleurs un peu clandestins, qui étaient à côté, alors que normalement, c'est complètement réglementé, on n'avait pas le droit. Non seulement il y en avait, mais en plus, les maîtres les utilisaient. Bon, les chefs-d'œuvre, en fait, c'est un truc assez facile globalement à faire. Si vous aviez de l'argent,
c'était plus facile que d'avoir du talent pour rentrer. Bon, voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Jean Monnet, rappelons-nous quand même, Jean Monnet, c'est un spéculateur financier. D'ailleurs, Oui, absolument. c'est dans un de ces... Qu'on avait fait la biographie. Qu'on avait fait la biographie, on avait appris que Jean Monnet était un grand utilisateur des paradis fiscaux. Bref, Turgot, le grand ministre libéral, un opportuniste politique, quelqu'un qui comprenait rien, là, ça n'a pas dû plaire à Jean-Marc, mais Ça non, je vais réagir. qui ne comprenait pas que les impacts sociaux de ces politiques libérales, d'ailleurs, qui se sont transformés en famine et qui ont été remises en cause. Il a fallu revenir. Voilà. Il y a plein d'idées reçues en histoire qui sont démenties par toutes ces contributions que j'ai bien aimées. Votre commentaire sur cet ouvrage dense, Jean-Marc? Alors, je suis prêt à m'associer à l'hommage qui est rendu aux travaux de ce Bien sûr. comité, effectivement, mais j'ai trouvé ce recueil un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer parce qu'il est très partisan. Effectivement, il y a le défenseur de Colbert, il y a sur Turgot, mais c'est un portrait à charge, et y compris d'élite faciès. Le mec était désagréable, le mec se mettait en colère, le mec était extrêmement odieux. Enfin, il y a une espèce d'analyse, non pas de sa politique, de ce qu'il a fait, de sa clairvoyance. C'est quand même quelqu'un qui, en démissionnant, a dit à Louis XVI, vous savez, c'est son incapacité à assumer une politique courageuse qui a conduit Charles Ier à mettre sa tête sur le billot. Et donc, tout est systématiquement négatif. Et donc, c'est pas du travail d'historien, c'est du travail de propagande. De même, sur Jean Monnet, c'est déjà plus équilibré. C'est vrai que celui sur les corporations montre bien que comme ça marchait pas, les gens allaient chercher tout autour. Ce qui était la force des corporations, c'est que la règle du jeu n'était pas respectée. Ce qui est un peu aberrant. J'ai trouvé les parties plus modernes parce qu'il n'y a pas que la partie sur le XVIIIe siècle. Et on va jusqu'au GATT. Il y a un article qui est pas mal fait sur le GATT que j'ai trouvé assez intéressant. Et il y a un article sur le contrôle des prix depuis 1945 jusqu'à sa suppression en 1986, avec qui est très universitaire, très bien renseigné. On a la liste des directeurs des prix avec leur pédigré, l'année où ils étaient à l'ENA. En fait, tout ça est assez bien construit. Ça me paraît, j'ai trouvé cette partie, moi, plus intéressante parce que plus neutre et plus proche d'un travail d'historien traditionnel. Sur Turgot, effectivement, je bouillais, il n'y a pas d'autre terme. Quand c'est libéral, c'est neutre. Voilà, pour Jean-Marc, il faut décrypter pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà. Oui, chacun a son barycentre, évidemment. Allez, merci messieurs. On se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour qui va nous faire voyager au milieu des effluves d'épices, parce que vous nous aviez attiré sur ce livre, l'histoire du commerce des épices, Christian Chavagneux, il y a quelques émissions, et donc ça nous a donné envie d'en savoir plus sur ce livre. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravi d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi un livre. Alors, donc Christian Chavagneux, vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission dans la dernière minute et qui a retenu notre attention. Et vous allez voir, ça vaut le coup, c'est Histoire des épices au Moyen-Âge, Marjorie. Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que. On est vraiment en fait à la croisée entre la géopolitique, l'économie et la cuisine, bien sûr. Alors aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats, mais à l'époque, c'était des produits de riches, d'opulence, et c'est ce que montre justement l'auteur Michel Ballard. Alors justement, Marjorie, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard. Il est professeur d'histoire en fait à Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste du Moyen-Âge et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui doit notamment une quarantaine d'ouvrages sur le lien entre monde latin et monde byzantin. Alors, ce qui montre bien, c'est le côté exceptionnel des épices à l'époque. C'est-à-dire qu'avoir des épices sur sa table, c'était vraiment le must absolu, quoi. Exactement, que ce soit le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, c'était aussi un symbole de bonheur. Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au Xe siècle, que les épices descendaient directement du paradis. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que ça servait à tout. Oui, en fait, les usages étaient vraiment multiples. En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, même pour le parfum. Par exemple, si on prend l'exemple du poivre, c'était utile pour la conservation de la viande notamment, mais c'était aussi utilisé comme remède contre l'atout ou encore l'asthme. Autre exemple, par exemple, la myrrhe, qui est une sorte de résine originaire du Yémen. Elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie grâce à son odeur de fruits.
Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est la place que tenaient les épices dans le monde de l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est surtout qu'on voit à quel point, finalement, les épices ont dessiné finalement la géopolitique et l'économie de l'époque, la mondialisation. Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait aller créer des routes. Et on peut dire un petit peu que justement, cette espèce de quête, c'était un peu l'ancêtre de la mondialisation. Alors, dans un premier temps, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient l'Occident. Pendant longtemps, c'était Alexandrie, en Égypte, qui était le comptoir principal avec des produits venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une des motivations des grands explorateurs, c'était justement les épices. Ils en ont eu marre de passer par les marchands étrangers et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes. C'est le cas de Marco Polo, par exemple, mais aussi de Vasco de Gama. Alors, ce qui montre aussi, c'est tout l'écosystème qu'il y a. C'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices. Exactement. Le système a dû complètement s'adapter. Par exemple, les cales de navires, elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter ces épices sans être abîmées. Et puis, il y avait un peu, comme au CAC 40, un peu aujourd'hui, tout un système de spéculation autour des épices les plus recherchées. Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux, de si les bateaux avaient croisé des pirates ou encore des politiques fiscales qui étaient appliquées par les pays qui avaient justement ces fameuses épices. Marjorie Adelson qui nous a donc présenté cette histoire des épices au Moyen-Âge. Et on continue de voyager, mais à notre époque, avec Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotter. Vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Et on commence notre tour du monde hebdomadaire, Benaouda, par l'Allemagne, où une étude attire sur les risques que pose la pénurie de main-d'œuvre qualifiée outre-Rhin. Oui, une mise en danger de technologies clés. Plus de 22 000 entreprises allemandes ont transmis leurs éléments à la DIHK, la Chambre de commerce et d'industrie allemande. Et d'après ce rapport particulièrement alarmant, c'est leur fonctionnement vital qui est à présent menacé. Le spécialiste de ce dossier en Allemagne, Stefan Hardege, explique à quel point la situation paraît préoccupante dans la santé, dans le numérique, dans la mobilité électrique ou bien encore dans la transition énergétique, tout secteur d'avenir où la situation en termes de ressources humaines s'avère critique. En Allemagne, pour embaucher tout simplement, en élargissant, il y aurait 1 800 000 postes de travail vacants. Ah oui. Ce qui, d'après ce document, et c'est particulièrement instructif du point de vue de la croissance économique, fait perdre au pays cette année plus de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'Allemagne voit sa production de richesse nationale amputée de près de 2%, davantage encore. Donc c'est faute de bras que la première économie européenne va se contracter cette année de 1 demi-point, alors qu'elle aurait pu, sur le papier, escompter une croissance économique d'au moins 1,5%. Seule une entreprise sur 5 parvient encore à pourvoir ses postes sans difficulté. Pour toutes les autres, les problèmes de recrutement sont plus ou moins aigus. 40% des entreprises en viennent donc à limiter leur prise de commande ou bien à rallonger les délais de livraison, voire à abaisser leur niveau de service, y compris dans des domaines de référence mondiale comme celui de la machine-outil allemande. La crainte analysée ici, c'est que sans recours décisif à une immigration de travailleurs qualifiés, il y aura un recul de l'innovation et de la compétitivité industrielle qu'aucune baisse de coûts de production ne saurait compenser, aucune incitation des pouvoirs publics. Ce document du DIHK montre aussi combien l'économie privée allemande aspire à ce qui est devenu en fait l'impossible. Plus de la moitié de ces entreprises interrogées, de ces structures, réclament des profils disposant d'une double formation. On voit que c'est vraiment peine perdue. Le message est quand même extrêmement puissant, Benaouda. Sans immigration, c'est le déclin assuré. Assurer la contraction du PIB. Direction la Chine maintenant, Benaouda. Comment permettre aux familles chinoises de disposer d'un pouvoir d'achat plus stable? Alors, en ces temps où la Chine se demande comment enfin relancer sa machine économique, voici ce texte rédigé par le doyen de l'école d'économie de Fudan, à Shanghai. C'est un établissement universitaire d'élite. Ça a été présenté au printemps dernier lors d'un séminaire de réflexion sur la perspective de la consommation nationale. Le professeur Zhang Jun s'appuie sur les débats qui, depuis maintenant au moins 25 ans, portent sur la part de la consommation privée dans la formation du produit intérieur brut. On est toujours au-dessous de 40%.
ans, c'est donc toujours bas par rapport aux économies développées. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter d'autres travaux dans la librairie de l'Écho à ce sujet. L'auteur aborde y compris les facteurs culturels. Il estime qu'il faut en passer par un plus grand soutien public, budgétaire à l'investissement dans les services privés, afin d'en améliorer l'offre, ce qui, dans sa thèse, contribuerait ensuite à accroître de manière significative la part de la consommation privée dans le produit intérieur brut. Mais surtout, Zhang Jun appelle l'État chinois à revoir les volumes de fonds publics consacrés directement aux ménages. Le système budgétaire chinois, écrit-il, est conçu pour davantage de construction et non pour davantage de ménages. C'est donc un développement majeur de la protection sociale des familles auquel il faut procéder afin qu'elles disposent d'un avenir plus stable, plus prévisible, et donc élargissent leur propension à consommer. Le doyen d'économie de Fudan préfère ne pas avancer de montants et de proportions, mais des principes généraux afin de se caler progressivement sur des dizaines de domaines couverts par la protection sociale des pays développés. Et pourquoi pas payer, par exemple, c'est une des solutions avancées, toutes les dépenses des enfants de moins de 5 ans. La Chine en aurait certainement les moyens, selon lui, et les bienfaits en seraient majeurs pour la croissance économique chinoise. Et enfin, on termine notre tour du monde par le Guyana, un impressionnant pôle de développement pétrolier. Oui, on a vu dimanche dernier le pouvoir socialiste bolivarien au Venezuela procéder à un référendum consultatif afin d'intégrer, pour ne pas dire annexer, une bonne partie du territoire du Guyana voisin. Victoire écrasante du oui, mais sans que soit divulgué précisément le taux de participation. Quoi qu'il en soit, Caracas revendique un retour aux frontières de la fin du XVIIIe siècle, du temps de l'Empire espagnol. Le litige reste, quoi qu'il en soit, entre les mains de la Cour internationale de justice qui a appelé à respecter le statu quo avant qu'elle se prononce. Et il y a 2 mois, un ingénieur vénézuélien, un spécialiste du pétrole, 50 ans dans le métier, s'est penché sur ce nouvel Eldorado pétrolier sud-américain. C'est une publication du Centre international sur l'énergie et l'environnement qui est basé à Panama. Juan Sabo revient point par point sur les tentatives d'exploration avortées jusqu'à ce que le Guyana soit maintenant crédité de réserves comparables à celles du Koweït. Ah oui. Oui, alors le grand succès en termes de découverte est le fruit d'une coopération sino-américaine, ExxonMobil avec Hess, côté américain, et Sinopec, côté chinois. Il semble tout à fait possible donc maintenant de parvenir à une production d'1,2 million barils jour en 2027, c'est-à-dire après-demain. À aucune exploitation en eau profonde en large de ce territoire ne serait comparable dans la région, y compris celle des États-Unis, dans le golfe du Mexique. C'est vous dire l'ampleur des découvertes. L'auteur nous explique qu'avec l'accélération tout à fait extraordinaire des rentrées en devises qui s'annoncent, le gouvernement, une population de 850 000 habitants, cherche à protéger le pays de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire cette malédiction de la dépendance à une rente des matières premières qui s'abat sur vous. Un fonds de stabilisation macroéconomique est doté d'ores et déjà de 2 milliards de dollars. Un taux de change fixe avec la monnaie américaine a été décidé pour empêcher une appréciation soudaine du dollar guyanais. Georgetown entend ainsi donner tous les signaux d'une saine gestion, sage, de la manne à venir, un peu à la manière norvégienne. Mais Juan Sabo soulève une inconnue, l'instabilité politique, l'instabilité institutionnelle depuis l'indépendance de 1970. Et donc, sa crainte, c'est que les règles du jeu changent une fois cette fortune acquise, une fois cette manne arrivée dans les rues de Georgetown. Eh bien, on suivra de très près l'évolution du Guyana. Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'Écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Alors, un gros pavé, théorie de la régulation, le nouvel état des savoirs. Pour les jeunes économistes qui ne connaissent pas l'approche française de la régulation, ils trouveront de manière tout à fait pédagogique expliquer les grands principes d'analyse de ce courant de pensée original français qui date des années 70. Les 2 fondateurs, c'est Michel Aglietta et Robert Boyer, qui essayent d'expliquer les dynamiques des capitalismes nationaux et de leur crise. Et pour ceux qui penseraient que c'est une vieille théorie des années 70-80 qui a
complètement été dépassé. J'ai été absolument stupéfait de voir le nombre de jeunes auteurs absolument incroyables qui ont écrit dans ce livre et qui couvrent des champs complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de voir de la part de l'école de la régulation. C'est une approche de diagnostic des capitalismes d'aujourd'hui. La dernière partie est sur les trajectoires nationales. Il manque juste un chapitre, je trouve, sur le capitalisme français. Moi, c'est mon petit manque. Mais sinon, waouh, quel travail magnifique. Et pourtant, mais corrigez-moi si je me trompe, Christian, c'est quand même une école qui est restée très française. Alors, il y a quelques au Japon, aux États-Unis, C'est vrai, dans quelques pays européens, il y a quelques auteurs. Mais oui, l'école est très, très française. D'ailleurs, ça se voit dans les auteurs. Mais c'est une école toujours vivante. C'est ça qui est important. Jean-Marc Daniel, votre dernier choix? Alors, c'est le dernier opus de Michel de Rosen. Donc, Michel de Rosen écrit des livres sur des essais. Et le dernier porte sur Fraternité. C'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. Et donc, ça s'appelle Fraternité. C'est chez Odile Jacob. Et donc, c'est un livre qui est immédiatement économique parce qu'il s'intéresse au mot fraternité, y compris est-ce que sur le plan naturel, dans la nature, on aime son frère. C'est-à-dire, on associe la fraternité à Est-ce que c'est très humain ou pas? C'est humain d'être mais son frère. Est-ce que c'est que la fraternité? Il rappelle que sur le plan politique, la fraternité apparaît en 1848. C'est un produit révolutionnaire, mais de la révolution de 1848. Liberté, égalité, fraternité, c'est 1848. Et il se pose la question de savoir quel sens on doit donner à l'heure actuelle. Parce que par rapport à 1848, la société n'est plus organisée de la même façon. Les gens vivent dans des grandes villes alors qu'à l'époque, ils vivaient beaucoup à la campagne. Est-ce que la fraternité, à l'heure des médias modernes, a le même sens? Donc, il appelle à utiliser ce mot de façon concrète, de façon positive, mais en lui donnant un sens modernisé. Donc c'est un travail que je trouve un travail très intéressant. Eh ben, écoutez, moi je vais poursuivre dans la veine des livres qui font du bien à notre cohésion sociale, avec le livre S'engager sous la direction de Benjamin Labonelli, fondateur de l'Observatoire français des corps intermédiaires. Ce sont une vingtaine de personnalités qui témoignent un peu comme si elles étaient finalement les porte-paroles des 20 millions de Français qui sont engagés dans des associations, fondations, ONG, syndicats, partis, etc., etc., et qui expliquent leur rôle, et on montre bien finalement l'importance de tout ce tissu qui s'engage et qui fait du bien à la cohésion sociale. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.